Bon, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence donc à ce webinaire qui va tenter de répondre à la question quel est l'avenir de la méthanisation en France? Moi je suis Timothée Delacour, conseiller méthanisation Serre France. J'accompagne les porteurs de projets méthanisation de l'émergence du projet jusqu'à la construction. Plutôt qu'essayer de prédire l'avenir aujourd'hui, ce que je vais plutôt faire, c'est déjà un peu plus humblement tracer un bilan de la méthanisation en France et de voir quelles sont ses perspectives par rapport au présent. Pour voir un petit peu tout ça, ce qu'on va voir dans un premier temps, ça va être que la croissance de la méthanisation a été à la hauteur des objectifs. Puis on va voir qu'actuellement, la filière connaît quelques tensions, on verra pourquoi. Et enfin, on essaiera de déterminer les perspectives de la filière et on rappellera les enjeux de la méthanisation à l'échelle nationale et locale. Donc, déjà, la croissance à la hauteur des objectifs. Donc, de quoi on parle quand on parle des objectifs de la méthanisation? Eh bien, en fait, on va parler des objectifs de la PPE. Donc, la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie et ça permet de définir les orientations et les priorités d'action des pouvoirs publics dans le domaine de l'énergie. Et donc, qui dit objectif dit moyen d'action pour y arriver. Et dans le cas de la méthanisation, ces moyens d'y arriver sont des tarifs réglementés et des subventions à l'investissement. Et donc, ces deux points vont déterminer la dynamique plus ou moins importante d'une filière. Donc, sur cette diapositive, ce qu'on voit en termes de graphique, là, c'est à gauche l'évolution de la cogénération en France et à droite de l'injection. Donc, la cogénération, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre le biogaz issu de la méthanisation, de le brûler et de produire de l'électricité et de la chaleur. Alors qu'en injection, on va prendre ce même biogaz, mais cette fois, on va récupérer uniquement la partie méthane et on va injecter un méthane pur dans le réseau GRDF pour être consommé par les particuliers et les entreprises. Sur ces graphiques, ce qu'on voit déjà, c'est les différents points. Pour le graphique de gauche, le point bleu en 2023 à 270 MWh. Et sur le graphique de droite, on voit également pour 2023, les points cette fois qui sont verts, eh bien ces points représentent les objectifs de la PPE. Ce qu'on voit, c'est que ce soit pour l'injection ou la cogénération, eh bien ces objectifs, ils sont en bonne voie pour être atteints. En cogénération, c'est déjà quasiment le cas en 2021. Et pour l'injection, eh bien, étant donné la tendance de la courbe, on peut être optimiste sur le fait qu'il soit atteint. On peut voir également que les rythmes de développement ils sont très différents et que le démarrage aussi. On voit hein, la cogénération, ça a démarré à partir de 2010-2011 réellement, et alors que en injection, c'est plutôt à partir de 2017. Donc ces rythmes de démarrage, c'est par rapport à l'instauration de ces fameux tarifs réglementés, qui ont eu lieu pour la cogénération plutôt que pour l'injection. Et ensuite, on voit que l'allure des courbes est également vraiment différente, hein. Pour la cogénération, on a une augmentation qui est quasiment linéaire, là où pour l'injection, on a une courbe qui a une allure exponentielle. Donc ça, on l'explique de plusieurs manières, hein, mais notamment que déjà l'injection a profité de la maturité de la filière de la cogénération pour se développer plus rapidement. Et en plus, elle est plus flexible dans les entrants qu'on peut apporter à ces unités de méthanisation. Et enfin, ce qu'on peut voir donc en dessous de ces graphiques, on voit les productions d'énergie via la méthanisation hein, qui ont été réalisées en cogénération et en injection. Et ce qu'on voit, c'est que l'injection, malgré son démarrage plus tardif, est déjà quasiment au niveau de la cogénération. Donc voilà, deux rythmes de développement très différents, mais qui se rejoignent. Donc, on va faire un petit zoom sur la dynamique de l'injection parce que elle est particulièrement intéressante et qu'en plus, elle va permettre d'expliquer ce qu'on va voir juste après. Déjà, on va rappeler les objectifs de la PPE 2023 pour l'injection. Donc, c'est 6 TWh injectés. Il faut donc multiplier par 3 la production qui a eu lieu en 2020. Et on peut donc imaginer qu'il faut continuer à avoir des aides de l'État pour pouvoir atteindre ces objectifs et un réel soutien au niveau national. Mais ce qu'on voit sur ce graphique, je vous invite à plutôt regarder la courbe qui est en orange.
en fait, il faut savoir que dans le processus de l'injection, il faut commencer par réserver une capacité d'injection auprès de GRDF, et que entre cette réservation et la mise en service d'une unité de méthanisation, il y a entre 2 et 4 années qui vont s'écouler, voire plus, en fonction des projets. Donc, ici, sur ce graphique, ce qu'on peut voir, c'est que les 6 TWh, eh bien, ils étaient atteints en termes de capacité réservée dès 2017. Et qu'aujourd'hui, en 2021, c'est 26,5 TWh qui sont réservés sur ce réseau GRDF. Donc, face à ça, l'État a commencé à s'inquiéter en fait par rapport au budget qui était alloué prévisionnellement au développement de la filière injection, puisque on va largement dépasser les objectifs de la PPE si jamais tous ces projets réservés se réalisaient. Ensuite, faut relativiser ça puisque eh bien, entre un projet qui réserve une capacité d'injection sur le réseau et un projet qui va réellement voir le jour, il y a quand même un pourcentage de perte qui est assez important. Mais malgré ça, même si la moitié des projets ne vont pas au bout, eh bien, on aura quand même dépassé largement les objectifs de la PPE. On va voir pourquoi par la suite ça a de l'importance. Mais avant ça, on va rappeler que malgré cette dynamique très importante, eh ben, il y a des ambitions et un potentiel qui sont encore considérables. Puisque déjà, horizon 2028, les objectifs de la PPE, donc en injection de biométhane, ils sont de 14 TWh. Donc, pour rappel, c'est 2 TWh qui sont produits en 2020. Donc, il faut multiplier par 7 la capacité d'injection qui est actuellement présente sur le territoire. Et au niveau de la cogénération, c'est 410 MWh l'objectif national de puissance installée. On est à 250 MWh en juin 2021. Donc on est quasiment sur un facteur 2, encore une fois. Et quand on voit le temps que ça a pris en cogénération pour en arriver là, on a mis plus de 10 ans, donc on voit qu'il y a encore de la marge de progression et qu'il y a de la place pour des nouveaux projets, que ce soit en injection ou en cogénération. Et ensuite, pour relativiser un petit peu les chiffres de production et également des objectifs de l'État, il y a l'ADEME qui, en janvier 2018, a produit une étude de potentiel de la méthanisation agricole à l'échelle nationale. Donc selon l'ADEME, c'est 123 TWh qui pourraient être produits via la méthanisation agricole uniquement en valorisant les déchets issus des exploitations. Donc aujourd'hui, on est à 5 TWh, donc ça représente 4% de ce potentiel. Donc on sait que à l'échelle nationale, il y a encore des grandes marges d'évolution pour la filière et qu'il y a de la place, encore une fois, pour des nouveaux projets. Donc, une fois qu'on a vu que la dynamique de la méthanisation, elle est très bonne, que les projets, il y a de la place pour de nombreux projets, il faut nuancer ça parce qu'en ce moment, la filière est sous tension. Donc, pourquoi sous tension? Déjà, il y a une pression institutionnelle en ce moment, via notamment la baisse des tarifs de rachat en biométhane. On a vu tout à l'heure que, il y a beaucoup de projets qui ont réservé une capacité. Et face à ça, l'État, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu un petit peu ralentir l'évolution de cette filière, ou en tout cas diminuer l'impact du nombre de projets sur le budget de l'État alloué. Donc, le 23 novembre 2020, l'État a donc baissé les tarifs de rachat de biométhane, et donc cette baisse, elle va de -3 à -15% en fonction des projets. Donc voilà, quand on est à -15%, ça peut devenir compliqué d'aller trouver une rentabilité sur les projets, en tout cas conçus tels que c'était le cas auparavant. En gros, cette fourchette de -3 à -15, c'est en fonction de la nature de la ration, hein. Ça va être principalement le taux d'effluent dans la ration qui va faire varier ce prix d'achat. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une baisse trimestrielle des tarifs de rachat en injection et en cogénération. Et donc l'État, en fait, ce qu'il fait, c'est ce qu'il se désengage progressivement de la filière, et ça veut dire que les premiers partis seront les mieux rémunérés. Ensuite,
Je vois que quelqu'un demande ce que c'est que la PPE. Donc oui, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est un plan stratégique développé par le gouvernement. Donc ensuite, au niveau des arrêtés ICPE qui sont parus le 17 juin 2021, donc cet arrêté, il fixe des exigences réglementaires qui sont plus importantes. Et donc cela, ça va augmenter les coûts à l'investissement et à l'exploitation. Et donc encore une fois, d'un côté, on a une baisse des produits et de l'autre côté, une augmentation des investissements. Donc voilà, il faut être d'autant plus vigilant sur la conception de son projet pour aujourd'hui aller trouver une rentabilité sur les projets. Et enfin, il y a une réelle pression sociale également hein, sur les projets aujourd'hui, puisque il y a une étude qui est parue également en 2020 là, qui montrait que sur un échantillon de 91 projets, c'est 35% qu'on fait face à un collectif de riverains, d'habitants ou de défense environnementale. Et donc, c'est quand même plus d'un tiers. Et ce qu'on constate sur le terrain, hein, c'est que oui, la méthanisation, ça suscite des inquiétudes, ou en tout cas des questions, et que sans bien communiquer et sans l'acceptabilité locale, eh bien, un projet méta ne peut pas se faire. Ça, il y a également une pression à ce niveau-là. Donc, face à tous ces moyens, tous ces points de tension pour la filière, eh bien, on va quand même parler des facteurs clés de succès, puisque nous, on accompagne les projets, donc on veut quand même, on les connaît un petit peu. Donc, dans un premier temps, le point primordial, c'est le choix de la parcelle d'implantation, puisque c'est elle qui va déterminer, dans un premier temps, l'acceptabilité justement du projet pour les personnes concernées. Donc, que ce soit au niveau de l'impact paysager, des flux routiers que ça peut générer, etc. Ce choix de parcelle il est très important. Et en plus, au niveau économique, ça peut avoir des impacts également considérables, hein, puisque ça va changer les aspects logistiques. Donc, une parcelle bien choisie en amont, ça peut vraiment faire basculer un projet entre la réussite ou non. Ensuite, eh bien, on l'a vu, hein, au niveau économique, l'étau va se resserrer et donc le dimensionnement du projet en amont le bon dimensionnement est primordial. Il faut un projet qui est rationnel, rationalisé dans ses investissements et tout de même évolutif. Ensuite, cette évolutivité, il faut justement pouvoir la mesurer de manière juste en fonction des porteurs de projet et des capacités hein, au niveau local de matière. Le timing et la méthode de communication sont également évidemment primordiaux, hein, puisque un projet, même s'il est extrêmement bien pensé, si on communique mal à son sujet, eh bien, il peut être mal accepté par la population locale et donc être, au bout du compte, refusé. Et donc, je parle du timing, puisque bien souvent, on entend qu'il faut communiquer très tôt sur les projets, mais il faut aussi savoir communiquer sur du concret, c'est-à-dire faut pas apporter de la confusion sur les projets lorsqu'on communique. Et donc, lorsqu'on sait ce qu'on va faire, là, on peut se permettre d'aller communiquer sur comment on va faire le projet. Mais en tout cas, il faut le faire avant les demandes d'autorisation administrative. Ensuite, le choix des partenaires est également très important, hein, puisqu'un projet méta, c'est beaucoup de sujets, beaucoup de domaines et donc de nombreux partenaires, que ce soit en phase pré-projet, mais également en phase construction. Et donc, le bon choix de ces partenaires permettra de s'assurer de vraiment favoriser la réussite du projet. Et enfin, le dernier facteur hein, qui n'est pas des moindres, c'est la détermination des porteurs de projet. Puisque un projet méthanisation, voilà, c'est du temps à consacrer et sur du long cours, hein, puisque un projet méta, c'est 1-2 années de projet pour ensuite passer à la construction. Donc, ça prend du temps et il faut croire en son projet et le défendre. Et donc, la détermination des porteurs de projet est un élément qui peut être très différenciant entre la réussite ou non d'un projet. Donc voilà sur ce qu'on peut dire là-dessus. Et donc, on va pouvoir parler maintenant des perspectives de la filière. Mais avant ça, on va quand même rappeler les enjeux auxquels répond la méthanisation, puisque voilà, faut savoir pourquoi finalement l'État veut faire de la méthanisation pour savoir si finalement c'est pertinent ou non. Donc sur cette diapositive, vous pouvez voir à droite donc l'origine des importations françaises de gaz en 2019. Donc c'est 630 TWh
à mettre en perspective avec les 5 TWh produits actuellement en méta. Mais voilà, ces importations, bah, ça a un coût pour l'État, hein, puisque c'est de l'argent qui part à l'extérieur des frontières. Et on rappelle que la méthanisation, ça produit une énergie locale. Et on peut aussi dire que bah, ça a aussi un aspect géostratégique, hein, au niveau de l'indépendance énergétique du pays. Quand on voit que bah, la Russie nous fournit 20% du gaz, le Qatar 4%, enfin voilà, ça peut potentiellement apporter des points de sensibilité au niveau géopolitique également. Et donc la méthanisation peut être une des réponses à l'indépendance énergétique nationale. Ensuite, la méthanisation permet d'améliorer le bilan des carbones, hein, des exploitations, puisque bien aujourd'hui, il y a des, l'agriculture peut subir des reproches, hein, au niveau de son bilan carbone, notamment de l'élevage. Et bien, la méthanisation fait partie également des réponses à ce type de critique et d'améliorer le bilan carbone général des exploitations agricoles. Mais au-delà de ça, également de substituer une énergie fossile, hein, le gaz naturel, qui n'est pas renouvelable, via un gaz vert, qui lui-même a un bilan carbone qui est neutre, hein, puisque la méthanisation est issue de matière organique qui elle-même va capter du carbone pour se développer. Et enfin, bah, en termes de perspective, on peut parler bah, de la loi obligation valorisation déchets, hein, qui dit que d'ici 2023, eh bien, particuliers et entreprises devront trier et valoriser leurs biodéchets, donc l'intégralité de leurs biodéchets. Et donc, les solutions avancées, bah, c'est notamment la méthanisation et le compostage. Et donc, les méthanisations aujourd'hui agricoles et les projets de méthanisation en général développés aujourd'hui auront très certainement une carte à jouer afin de valoriser le gisement considérable de biodéchets qui aujourd'hui est peu ou mal valorisé. Et sur les perspectives de la méthanisation, ce qu'on peut également dire, c'est que bah, va y avoir un équilibre entre attente sociétale et rentabilité à trouver, puisque bah, plus il y aura de méthanisation sur le territoire, et plus les citoyens seront sensibles, hein, à comment c'est fait et à avoir une réelle idée de l'utilité publique de cette filière. Donc, par rapport à ça, il y a des choses qui se mettent en place, hein, notamment les garanties d'origine, hein. Ça, c'est un arrêté qui est paru récemment cet été, qui va permettre un soutien économique de la filière via des obligations d'achat en fait par les entreprises consommatrices de gaz. Donc, une part de leur gaz devra être d'origine renouvelable et décarbonée. Et donc, ces garanties d'origine vont permettre de garantir aux consommateurs de l'aspect renouvelable du gaz utilisé et tout en rémunérant le producteur. Il y a également les stations bio-GNV, hein. Donc les stations bio-GNV sont tout simplement des stations à essence, mais sauf qu'à la place de l'essence, ça va être du biométhane qui sera distribué. Et donc ces stations ont l'intérêt de rapprocher justement les citoyens du méthane, voilà, de savoir à quoi ça sert directement. Et donc aller en mettre dans nos véhicules, ça va permettre de favoriser l'acceptabilité des projets. Et donc l'AMF, donc l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, prévoit le déploiement de 500 stations bio-GNV à l'horizon 2025. Et un point également important, eh bien, c'est la valorisation du CO2, puisque aujourd'hui, une partie du biogaz, c'est du CO2. Il est rarement valorisé. Et donc, il y a le procédé qui s'appelle la méthanation, donc, qui consiste à prendre de l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau et de le coupler avec le CO2 de la méthanisation afin de produire encore davantage de méthane, et ce qui fait qu'à la sortie, une méthanisation ne sortira uniquement du méthane et de l'eau. Donc c'est une vraie voie d'avenir sur laquelle planchent beaucoup d'acteurs de la filière. Et enfin, en termes de perspective, bah oui, il y a la petite ou la micro-méthanisation à la ferme, puisque un plus petit projet, on s'en rend compte, est souvent mieux accepté par les populations au niveau local. Et en plus, ça permettra de généraliser son développement, puisque de plus petites exploitations pourront se permettre de mettre une méthanisation sur les fermes. Aujourd'hui, on manque un peu de retour d'expérience à ce sujet, que ce soit en termes de rentabilité ou de durabilité dans le temps, mais c'est aussi
un point sur lequel l'ensemble de la filière se penche réellement. Donc, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que la dynamique de la méthanisation, elle est bien réelle encore aujourd'hui et que les objectifs ambitieux fixés par l'État sont sur le point d'être atteints. Et donc déjà la filière ainsi que l'État peut se féliciter pour les mesures et les actions qui ont été entreprises. Mais qu'aujourd'hui, voilà, il y a tout de même une série de mesures institutionnelles et des levées de boucliers locales qui freinent l'élan de la filière et qu'il faut en avoir conscience, mais qui a un potentiel de développement qui reste considérable et que aujourd'hui la méthanisation, ça a un réel intérêt, que ce soit pour les porteurs de projets agricoles et tout comme pour la population en général. Donc la filière, elle a la nécessité aujourd'hui de se rendre encore plus vertueuse afin de démontrer son utilité publique et de favoriser son acceptabilité. C'est ce qui permettra de développer plus vite et de manière plus sûre les projets méthanisation. Et ce qu'on peut dire également, c'est que les années à venir vont être déterminantes. Parce qu'on l'a vu, hein, les capacités réservées dans le réseau en début de présentation, ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets qui vont sortir l'année prochaine ou dans 2 ans, 3 ans, et que donc le boom de développement, c'est dans les prochaines années qu'il va se développer, qu'il va avoir lieu. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va voir la cohabitation entre les nombreuses méthanisations et c'est là que la méthanisation devra faire ses preuves en termes d'acceptabilité.